Bonjour à tous. Alors, en attendant que tout le monde se joigne, je vais faire une petite présentation rapide du programme dans lequel se situe cette série de webinaires sur la digitalisation en entreprise. Le programme, il s'appelle Dédicatis, un programme de Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, hop. Aujourd'hui, nous allons voir les solutions d'assistante cognitive pour vos collaborateurs dans l'usine, qui sera animé par Nicolas Salio, qui est consultant en transformation industrielle au sein du CETIM. Ce programme dans lequel on peut accompagner des PME en Bourgogne-Franche-Comté est un programme financé par l'Europe, dans lequel vous allez retrouver pas mal de partenaires, qui sont tous là, l'Université Numérica, Vitagora, le pôle véhicule du futur, etc. Voilà, je les énumère pas tous, mais selon vos problématiques, un de ces partenaires peut vous accompagner pour mettre en place notamment de la digitalisation. Pour vous expliquer rapidement ce programme, l'idée c'est que une entreprise, une PME, PMI de Bourgogne-Franche-Comté, si elle souhaite un accompagnement en digitalisation, ce qui se passe, c'est qu'un des partenaires que vous avez vu précédemment peut venir dans l'entreprise, faire un diagnostic gratuit pour voir qu'est-ce qui peut être mis en place dans vos projets de digitalisation. Ensuite, on fera un accompagnement sur mesure, c'est-à-dire que si vous avez de la donnée, on peut tout de suite vous emmener vers des solutions digitales, de l'intelligence artificielle, etc., ou des solutions d'assistante cognitive comme vous allez pouvoir voir aujourd'hui. Si vous n'avez pas de données, on peut faire un accompagnement pour que on remonte de la donnée dans votre production. Et puis après, il y a une partie aussi, si vous avez des besoins de financement sur un projet de digitalisation, il y a un accompagnement pour ça. Et en parallèle, il est possible de faire des diagnostics de cybersécurité. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, ou à contacter un des partenaires si jamais vous êtes une PME, PMI en Bourgogne-Franche-Comté et que vous souhaitez être accompagné sur la digitalisation. Voilà, c'était rapide. Alors, pour dire ce webinaire, il s'inscrit, c'est le 13e ou 14e qui est fait. Il s'inscrivait dans une série de webinaires. Il n'y en aura plus qu'un seul qui sera en septembre sur la 5G industrielle. Voilà. Ce programme sera rediffusé, donc il est enregistré. N'hésitez pas à le partager. Je vais laisser la parole à Nicolas et dans le chat, vous pouvez poser vos questions et je les reposerai à la fin. Voilà, on y répondra à la fin. Ça sera fini à midi, ce webinaire. Voilà, donc on aura le temps des questions avant midi sans souci. Merci. Donc, je te laisse la parole, Nicolas. Et c'est parti. Bon webinaire à tous. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous voyez bien mon écran. C'est bon, merci. Oui, c'est bon, super. Très bien, donc bonjour à tous, Nicolas Salio. Donc effectivement, comme l'a dit Geneviève, moi je suis chef de projet en excellence opérationnelle et donc transition des entreprises vers le numérique au sein du CETIM. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une thématique sur laquelle on travaille beaucoup actuellement, puisqu'elle fait partie des nouveautés qui ont émergé ces dernières années, on va dire, avec notamment l'arrivée de l'IA. Mais même si l'IA, on va le voir, fait partie des assistances cognitives, on le verra, il y a depuis déjà quand même pas mal d'années d'autres types d'assistances cognitives qui sont présents dans le monde de l'industrie. Donc on les détaillera, ces différentes assistances cognitives. Donc on va déjà faire un petit point d'arrêt sur la définition des assistances cognitives, parce qu'il y a souvent beaucoup de confusion dans ce qu'on met dans le périmètre des assistances cognitives. Certains réduisent ça justement à l'IA, d'autres ont un scope un petit peu trop large, qui intègre des assistances parfois cognitives et ainsi de suite. Donc il est intéressant et il est important de faire ce petit rappel de la définition des assistances cognitives. On en fera après la cartographie complète, donc je vous complète en essayant en tous les cas d'être le plus exhaustif possible. On regardera l'étendue des assistances cognitives, quels sont les différents systèmes
dans chacun des domaines, et puis quelles peuvent être les applications dans un monde industriel. Et puis on terminera par quelques exemples concrets, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus parlant que de montrer un exemple d'application dans l'industrie. Donc je vous ai préparé quelques exemples d'assistance cognitive qui tournent aujourd'hui dans l'industrie, hein, qui sont déjà des solutions, on va dire, sur étagère. Et pour vous montrer que c'est pas voilà, c'est pas non plus de la science-fiction, il y a aussi des choses qui sont déjà là, qui sont déjà à disposition des industriels et qui peuvent être déployées assez facilement dans l'industrie. Alors, commençons par la définition. Donc, la définition des assistances cognitives. Les assistances cognitives, on va vraiment parler de tout ce qui est lié à la réflexion de l'humain. C'est pour ça qu'on confond souvent ça avec l'intelligence artificielle, mais ça va au-delà de l'intelligence artificielle. On va vraiment être sur l'augmentation des capacités d'un être humain. Donc, ça comprend effectivement sa capacité à réfléchir et à prendre des décisions, donc l'IA, mais ça comprend aussi toutes ces capacités. Pour faire simple, on va prendre les 5 sens de l'homme, et c'est vraiment l'ensemble de ces 5 sens, plus sa capacité à réfléchir derrière, qui vont déterminer le périmètre des assistances cognitives. Donc à l'intérieur, on va retrouver sa capacité à voir, sa capacité à entendre, sa capacité à toucher, à goûter. Voilà, toutes ces informations que le cerveau humain va pouvoir capter. Et une fois qu'il aura capté ces différentes informations, il aura bien sûr la capacité de traiter ces informations pour en déduire pour en déduire des choses, et derrière prendre des actions en fonction de ces informations qu'il aura de ces informations qu'il aura captées. Donc, par exemple, la capacité à comprendre le langage humain ou à capter un signal dans son environnement font partie de ces assistances cognitives. Et quand on parle là d'assistance cognitive dans l'industrie, on va aussi regarder non pas seulement la capacité en elle-même, mais l'augmentation de cette capacité. Parce que si on n'augmente pas les capacités, il y a beaucoup moins d'intérêt, effectivement. On regardera effectivement tout ce qui est dans un environnement bruyant, par exemple, la capacité, comment est-ce qu'on va assister l'homme pour qu'il puisse mieux entendre ou isoler des sons, ou voilà. Donc ça, c'est une véritable assistance cognitive, parce qu'on va apporter à l'opérateur une capacité supplémentaire à entendre un son qu'il n'aurait pas entendu dans le milieu bruyant d'un atelier, par exemple. A contrario, on va enlever tout ce qui est assistance à l'opérateur, mais qui est assistance physique. Certaines technologies sont, on va dire, sont à la limite des assistances cognitives, puisqu'on va retrouver de la robotique collaborative qui parfois peut aussi être à la limite avec les assistances cognitives, parce que il y a un petit peu d'IA à l'intérieur, donc on va retrouver de la réflexion, mais voilà, si on prend stricto sensus l'assistance cognitive, on est vraiment juste sur les capacités de l'humain qui font appel à de la réflexion. Donc la captation des différents sens et la capacité à traiter les informations. Hop, je continue avec la cartographie donc des assistances cognitives. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces assistances? Donc, effectivement, comme je le disais, là, vous avez un petit peu l'arbre de tout ce qu'on va retrouver à l'intérieur, avec en tout premier lieu la réflexion, hein, la capacité de l'homme à prendre des décisions en fonction des signaux qu'il aura reçus et de la manière dont il les aura interprétés. On va retrouver bien sûr la vue avec des technologies comme la vision industrielle, la réalité augmentée et ainsi de suite. On va retrouver l'ouïe également. Donc là, je vous citais l'exemple de la capacité d'entendre dans un environnement bruyant certains bruits que l'homme n'aurait pas su entendre. On va retrouver également le toucher avec des technologies comme le retour haptique qui vont permettre justement de pouvoir assister l'homme dans ses opérations sans pouvoir, par exemple, l'exposer à des dangers, parce qu'on va l'éloigner de la source de danger. Et puis, on va retrouver l'odorat et le goût, alors qui sont un petit peu moins aujourd'hui développés dans l'industrie, mais qui pourtant présentent de réels intérêts. Donc, je détaillerai chacun des différents sens et des applications possibles dans l'industrie. Mais on va voir que sur ces deux sens qui sont l'odorat et le goût, on a également des applications possibles dans le milieu industriel et qui sont là aussi depuis
depuis déjà pas mal d'années, mais qui sont, à mon avis, sous-estimés et sous-employés dans l'industrie. Donc, ça va être intéressant de les rappeler. Et puis, il y a une catégorie qu'on appelle autre. Alors, c'est pas qu'on a un nouveau sens qui est apparu récemment. C'est plutôt qu'il y a certaines technologies en fait qui sont multisensorielles et qu'on ne pouvait pas classer dans une ou l'autre des catégories. Donc on les classe dans cette catégorie autre. Alors voilà, donc je continue donc la cartographie en faisant un petit point d'arrêt sur la partie réflexion. Donc c'est effectivement le plus gros morceau des assistances cognitives. C'est vraiment notre capacité à traiter de l'information et à prendre des décisions. Donc pour pouvoir justement traiter ces informations et prendre des décisions, on va avoir un certain nombre de briques technologiques qui, toutes assemblées, vont amener à cette capacité de réflexion de l'humain. Donc, on va déjà avoir la première des choses, c'est l'apprentissage automatique. Donc, ce qu'on appelle le machine learning, le deep learning, et ainsi de suite. Enfin, toutes ces technologies-là, c'est l'apprentissage automatique qui va permettre justement d'engranger un très grand nombre d'informations et de données. En gros, on va aller apporter à une IA l'ensemble de l'historique de l'entreprise, qu'elle puisse se nourrir de cette base de connaissances. Aujourd'hui, les IA telles qu'on le connaît et qui sont disponibles, on va dire, du moins au grand public, c'est des IA qui se nourrissent d'une base de données une base de données qui est figée, puis qui est celle qu'on trouve sur Internet, en fait. C'est l'ensemble des sites et des informations disponibles publiquement. Mais quand on veut importer une IA à l'intérieur d'une entreprise, eh bien, on va se retrouver sur une base de données qu'on va appeler fermée, isolée du reste des bases de données publiques. Et donc, il va falloir faire apprendre à une IA cette base. Donc, c'est là qu'on va avoir les algorithmes de machine learning qui vont permettre à l'IA d'acquérir, en plus de cette base de connaissances extérieures et publiques, toutes les données d'une entreprise et toutes les connaissances d'une entreprise. Là, je sors un peu du contexte, mais j'aime bien citer quand même cet élément-là. Attention, le jour où vous souhaitez intégrer une IA au sein de vos sociétés, à tout ce qui est confidentialité des données. Parce qu'on le voit bien, entre une base de données qui est ouverte et donc disponible à tout le monde, et donc une IA qui va pouvoir puiser à l'intérieur, et puis la base de données de vous, de votre entreprise, de votre savoir, avec l'ensemble des devis, nomenclatures, bonnes pratiques et ainsi de suite. Il y a là un cloisonnement qui doit se faire parce qu'on doit bien sûr assurer la confidentialité des données de l'entreprise. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais c'est important de le citer à ce stade. Donc une fois qu'on va avoir appris et qu'on va avoir fait l'apprentissage de l'IA, l'IA seule, elle a une certaine capacité de réflexion, mais cette capacité de réflexion, elle est là pour répondre à des questions. Donc, une autre des briques des assistances cognitives, c'est le traitement du langage naturel, donc ce qu'on appelle les NLP. Et donc là, ça va être la capacité de ces IA à comprendre une question ou une demande de quelqu'un dans son langage naturel à lui. Ça, c'est vraiment ce qu'on a vu apparaître ces dernières années, et encore ces dernières années, je dirais plutôt ces derniers mois, parce qu'avant, on avait plutôt des chatbots qui étaient capables de répondre, mais bon, on va dire que c'était plutôt de la détection de mots-clés, et puis en fonction de cet assemblage de mots-clés, on trouvait une réponse qui matchait le plus. Là, non, on a vraiment une capacité des IA qui s'est énormément développée ces derniers mois et qui permet vraiment à l'IA de comprendre ce qu'un opérateur, ce qu'une personne, un employé dans une usine va dans son langage naturel à lui et surtout avec ses termes métiers à lui, d'où l'importance de la phase d'apprentissage préalable. Dans son langage à lui, l'IA va être capable de comprendre la question dans son ensemble et pas seulement d'aller isoler des mots-clés. Donc, une fois qu'on a fait l'apprentissage, que l'on a compris la question ou la demande de la personne, eh bien, on va retrouver l'IA en elle-même. Et là, on est vraiment sur la brique fonctionnelle qui va traiter la demande et qui va réfléchir tout simplement, qui va avoir une phase de réflexion et qui va trouver la meilleure réponse ou la réponse la plus pertinente à une question qui lui a été posée.
et elle va le retranscrire, cette réponse, elle va le retranscrire dans un langage naturel aussi. C'est pour ça que la capacité à traiter le langage naturel est importante, puisque si d'un côté on a compris dans un langage naturel ou dans un langage métier une demande, il faut aussi pouvoir la retranscrire dans ce langage métier. Ce que les IA, entre guillemets, grand public aujourd'hui ne savent pas forcément faire parce qu'elles n'ont justement pas toute cette connaissance métier liée à votre entreprise. Et on le voit bien, d'une entreprise à une autre, une même tâche peut être appelée différemment parce que soit le milieu est différent, soit parce qu'il y a des, voilà, il y a des us et coutumes historiques dans l'entreprise qui font qu'on appelle une tâche d'une telle manière. Donc l'IA va vraiment, dans la phase d'apprentissage, s'approprier toute cette connaissance et ce langage métier. On a également une autre brique qui, au-delà de se nourrir, entre guillemets, du passé, donc de la base de connaissances, les IA vont avoir aussi une capacité qu'on appelle prédictive et qui va justement lui permettre, en fonction de l'historique et en fonction de ce qui s'est déjà passé dans l'entreprise, d'acquérir de l'information ou d'une demande et de pouvoir faire des prédictions ou des prévisions. Et là, on a vraiment l'ensemble des éléments qui sont regroupés au travers de la brique qu'on a appelée la réflexion. Donc, l'apprentissage d'abord, la compréhension du langage, la réflexion en elle-même, et puis l'étape d'après encore, l'analyse prédictive qui forme la réflexion. Je continue sur les assistances. Donc, on va avoir après. Donc là, on a vu vraiment le traitement de l'information. On va voir maintenant dans les assistances cognitives quelles sont justement les sources d'informations que peut recevoir l'IA. Donc, on a la toute première qui est la vue, avec deux grandes catégories de briques techno à l'intérieur qui sont la vision par ordinateur et la réalité mixte. Alors, la vision par ordinateur, c'est ce que je vous disais en préambule, c'est que en fait, c'est des technologies qui existent déjà depuis très longtemps. Donc, c'est bien une assistance cognitive à part entière. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'avait pas ou peu de capacité de traitement de l'information, en fait, de traitement de l'information visuelle qui nous arrivait. Donc, on avait souvent des algorithmes quand même qui permettaient déjà de faire des choses, mais on était plus, par exemple, quand on parle de vision industrielle, on était plus sur des comparaisons d'images. Donc, on donne au système une image de ce que doit être la pièce bonne, par exemple, en sortie de ligne de production, et on lui fait passer toutes les autres photos des pièces qui sortent au fur et à mesure. Et donc, on a une comparaison d'images pixel à pixel. Et puis, on a un algorithme derrière qui dit, bah voilà, là, il y a un défaut parce qu'on n'est pas conforme à la photo de départ de la pièce bonne. Donc, on était déjà sur quelque chose quand même d'assez évolué, mais on n'était pas sur de l'IA. L'avantage ici de l'IA, quand on l'additionne à l'assistance de la vue, c'est qu'on va pouvoir aussi traiter des défauts ou des types de défauts qui n'ont pas été enregistrés entre guillemets dans la défautech. Et s'il y a des défauts plus gros ou plus petits que ce qu'on a pu enregistrer, eh bien quand même par expérience et par agglomération de l'ensemble des défauts qu'il a pu voir, l'IA va être capable de détecter des défauts qui n'étaient pas détectés par la vision industrielle seule. Donc voilà, je vous ai mis quelques informations là sur les systèmes et sur la détection de la vision par ordinateur. L'autre élément, c'est bien sûr la réalité mixte. Donc là, c'est pareil, depuis quelques années, on a une belle augmentation du taux de pénétration de ces technologies dans le monde industriel. La réalité mixte, là, on va vraiment être sur ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'augmentation d'une capacité d'un homme en lui apportant de l'information supplémentaire par rapport à ce qu'il voit. Et on va pouvoir, par exemple, aussi lui superposer des images dans des champs visuels qu'il ne voit pas. Par exemple, on va pouvoir lui superposer une image thermique avec de la vision infrarouge ou des choses comme ça à l'intérieur de son casque. On va pouvoir aussi lui donner des informations supplémentaires. Par exemple, un technicien de maintenance, quand il va mettre un casque de réalité augmentée, il va se déplacer sur ses installations. À un moment, il va visualiser un moteur et tout de suite, sur le moteur, on va pouvoir indiquer des valeurs
de tours par minute, de température du moteur, d'intensité consommée, et ainsi de suite. Donc, on va vraiment être sur l'augmentation de ce que l'homme, par lui-même, aurait pu voir sur l'équipement en question. Donc, voilà quelques exemples pour la vue. On va avancer sur l'ouïe. Donc là, on va avoir également deux briques à l'intérieur. Hein. La reconnaissance vocale, donc qui sert notamment, comme je disais, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, à l'apprentissage. Enfin, c'est la phase d'au-dessus qui est l'apprentissage naturel et la reconnaissance naturelle du langage. Mais déjà, on avait cette assistance cognitive qui était présente dans l'industrie depuis pas mal d'années. Donc là où on va effectivement essayer de reconnaître des mots-clés, ainsi de suite, et qui vont nous permettre quand même déjà de contextualiser un maximum la demande de l'opérateur ou de l'employé. Et puis, on va avoir la reconnaissance des sons aussi. Alors là, c'est exactement l'exemple que je vous citais en préambule. On a eu des exemples dans l'industrie, par exemple, où un opérateur devait venir mettre un connecteur dans un tableau de bord, et en fait le connecteur il était caché à l'intérieur du tableau de bord, donc l'opérateur il y allait avec ses mains mais un petit peu à l'aveuglette, et le seul élément, la seule information qui lui disait que le connecteur était bien enfiché, c'était le petit clic qu'il y avait au moment où le connecteur arrivait en fond, vraiment qu'il était bien enclenché. Et ça, donc tous les tests avaient été faits en post-production et tout s'était bien passé. Le problème, c'est que quand la voiture elle arrive en production de masse dans un atelier où il y a plusieurs lignes en parallèle avec des phases qui ne se déroulent pas dans le même temps, ben, on a un bruit environnant qui fait que l'opérateur avait plus de mal à détecter ce fameux petit clic du connecteur. Et là, ben, malheureusement, si jamais le connecteur était mal enfoncé, on ne s'en apercevait qu'une fois que la voiture était terminée, batterie branchée, et qu'on démarrait la voiture. On n'avait pas moyen de s'en apercevoir avant. Et donc, bah, voilà, il y avait des reprises, des redémontages de voitures, retour sur la ligne de production qui étaient importants et qui étaient coûteux. Donc là, ce qui a été proposé à l'entreprise, c'est justement de mettre en place une assistance cognitive à l'opérateur. Donc, on est bien là sur l'augmentation des capacités de l'humain en mettant donc des appareils qui sont capables de capter les sons et d'isoler les sons environnants et d'aller détecter une fréquence en particulier qui correspond au petit clic donc, du connecteur pour lui dire OK, effectivement, le connecteur est bien branché. Donc, on est bien sur l'augmentation de la capacité de l'homme à traiter une information. Et donc, non seulement on la capte l'information, mais on détecte qu'elle est à un niveau sonore suffisant. Et donc, on fait le traitement de l'information derrière en disant OK, le connecteur est branché. Donc, on n'a pas seulement la captation, mais c'est là qu'on est vraiment sur l'assistance complète, l'assistance cognitive avec la captation de l'information et le traitement derrière, où on va entendre le bruit, l'analyser et dire si oui ou non, donc on a bien la phase de réflexion, on dit si oui ou non le connecteur est suffisamment enfiché. Je continue donc sur les différentes assistantes. Donc le toucher maintenant, donc on l'a vu, hein, là c'est les retours haptiques, aussi appelés feedback haptique. Donc ça c'est des technologies où on va amener à l'homme une capacité supplémentaire à ressentir les choses. Donc on l'a vu, je vous l'ai cité tout à l'heure dans tout ce qui est retour haptique pour la sensation. Hein, on pense aux opérateurs par exemple qui sont sur des pelleteuses. Aujourd'hui, de plus en plus, pour des questions de sécurité, on a tendance à éloigner les opérateurs. Donc, en gros, on les met dans une cabine avec, à la place des vitres, ils ont autant d'écrans que s'ils étaient sur site. Et puis, ils télécommandent hein, des engins de chantier qui sont, eux, sur place. Et il peut y avoir voilà, plusieurs dizaines de kilomètres entre l'opérateur et l'équipement. Et ça ne pose pas de souci. En tous les cas, sur la commande et sur la vision, ça ne pose pas de souci. Le gros problème de ça, c'était justement la sensation. Parce que l'opérateur, une grande partie des décisions qu'il prend dans la manipulation des joysticks de la conduite de son engin, une grande partie des décisions qu'il prend sont liées à ce qu'il ressent justement à l'intérieur de sa cabine. Donc quand on dit le toucher, c'est le toucher, le ressenti aussi, hein, tout ce qui est vibration et tout dans le corps, on n'est pas que le toucher sur les doigts, mais l'ensemble des informations venant
de notre capacité, de notre sens du toucher, sont importantes dans les décisions que l'opérateur prend et dans, par exemple, la force qu'il met sur un joystick, s'il rencontre, par exemple, un terrain qui est plus dur au moment de creuser, s'il rencontre une canalisation, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est du ressenti qu'il n'a pas quand il est éloigné. Donc, une des assistances cognitives, c'est justement de pouvoir répercuter, donc de pouvoir déjà dans un premier sens capter l'ensemble de ces vibrations, de ces chocs, de ces mouvements, et de pouvoir les retranscrire à l'opérateur dans une cabine qui se situe à plusieurs dizaines de kilomètres. Donc ça, c'est vraiment très important, et non seulement au-delà d'augmenter les capacités de l'homme, on est aussi beaucoup sur la sécurité avec cette assistance cognitive. C'est-à-dire qu'on va vraiment améliorer le ressenti de l'homme pour pouvoir l'éloigner. Le but étant vraiment de l'éloigner du danger pour que l'opérateur puisse toujours continuer à avoir j'allais dire son coup de main, hein, ce qui fait que l'homme est encore important dans certaines tâches. Je pense par exemple à du meulage ou à du ponçage sur des carrosseries. Il y a vraiment ce qu'on appelle un coup de main qui est important et qui est en grande partie dû au ressenti et au toucher de l'homme. Et voilà, et on a encore beaucoup de tâches comme ça et d'applications où les robots ne sont pas en mesure de recopier parfaitement et d'imiter parfaitement le geste de l'homme, parce que justement, il y a une adaptation en temps réel et en permanence de l'homme en fonction des informations qu'il capte par ses différents sens. Donc ça, c'est vraiment une brique qui se développe beaucoup pour pouvoir réaliser toutes ces tâches qui ne sont pas encore automatisables ou robotisables, et pour pouvoir quand même assurer la sécurité des opérateurs en les éloignant soit de la cabine et donc de ponçage et de la poussière, soit de la cabine de peinture et des vapeurs COV et ainsi de suite, ou du danger, comme on le disait tout à l'heure, pour les opérateurs d'engins de chantier. On arrive à l'odorat, donc effectivement là c'est un sens et une assistance cognitive qu'on retrouve un peu moins, alors qui est déjà beaucoup quand même utilisé dans tout ce qui est chimie et pétrochimie, mais encore une fois pareil, pas forcément lié à un traitement de l'information derrière et à une prise de décision. Mais l'odorat est quand même a tendance à trouver de plus en plus d'applications, parce que justement, on automatise de plus en plus certaines opérations, on automatise et on robotise, et ce qui fait que les hommes sont moins présents sur les machines. Et il y avait, par le passé, une grande quantité d'informations ou de ressentis de choses qui étaient faits justement à l'odorat. Un opérateur, quand il est sur sa machine, quand il est sur un tour, par exemple, ou une fraiseuse, hein, une machine-outil, eh bien, il y a un certain nombre d'informations qui lui arrivent par l'odorat. Et donc, sans s'en apercevoir, il modifiait certains paramètres d'avance, certains paramètres de vitesse, de coupe, parce que justement, il avait senti quelque chose. Donc, soit des échauffements soit des échauffements dans des fumées de la matière. Il pouvait aussi ressentir quand on avait une huile de coupe qui commençait à être usée, par exemple, ça dégage une odeur bien particulière. Et là, l'opérateur, il savait que, bah oui, effectivement, là, il avait peut-être une huile de coupe qui commençait à être un petit peu usée parce qu'on commençait à ressentir des choses. Et ça, aujourd'hui, quand vous avez plus d'opérateurs devant la machine-outil, mais que c'est un robot qui fait le chargement, déchargement et que tout se passe en automatique, vous perdez cette capacité-là à détecter justement ce type de phénomène. Et donc, on va apporter une assistance cognitive au système en justement détectant ces odeurs qui nous donnent une information sur l'état du système. Et donc, on va pouvoir avertir l'opérateur qu'il y a justement une dégradation de l'huile de coupe ou des efforts de coupe trop importants et donc un échauffement. Et donc là, on est vraiment dans la capacité, dans l'augmentation de la capacité de l'homme à détecter certains mouvements. Et en plus, on va pouvoir aller au-delà, c'est-à-dire que l'homme a une certaine sensibilité à détecter des odeurs. Et il faut vraiment que l'odeur ait un certain niveau avant qu'elle puisse être détectée par l'homme. Et avec les nez électroniques, on a des sensibilités qui sont beaucoup plus faibles. Donc, on va aussi être dans pas seulement la détection, mais aussi dans l'augmentation du sens, justement du fait que le nez électronique va pouvoir
capter ces odeurs d'échauffement ou ces odeurs d'huile de coupe usagée avant même que l'opérateur, lui, qui est sur place, ne l'aurait ressenti. Donc, on va pouvoir anticiper, et c'est là que la brique sur la prévision qu'on a vue au départ dans la réflexion va pouvoir intervenir. C'est-à-dire qu'on a bien une captation d'une information, un traitement par l'IA et une prévision. Donc là, on retrouve bien l'ensemble de l'assistance cognitive et de l'opérateur augmenté. Et on va même pouvoir derrière, via des IA, eh bien, déclencher par exemple, faire un contrôle dans les stocks si on a bien de l'huile de coupe en réserve. Si on n'en a pas, on va pouvoir déclencher en automatique une commande d'huile de coupe chez un fournisseur. Et puis, on va pouvoir aussi, d'un autre côté, par exemple, planifier une opération de maintenance plutôt que d'attendre de voir qu'il y a une dégradation de la qualité et donc d'avoir des rebuts. Eh bien, on va anticiper et planifier dans les jours qui viennent une intervention de maintenance pour pouvoir faire le remplacement de l'huile de coupe hors des plages de production et comme ça, voilà, augmenter les plages d'ouverture de la production et diminuer les rebuts. Donc voilà, donc l'odorat, il a vraiment des applications aujourd'hui concrètes dans l'industrie et de plus en plus, je vous dis, hein, par l'effet de l'automatisation et de la robotisation où on a des opérateurs qui sont moins en permanence sur les équipements à pouvoir détecter ce type d'informations. Alors, de la même manière, le goût, donc ça, c'est encore une fois, c'est un des moins utilisés aujourd'hui dans l'industrie, mais qui quand même ont des applications. Donc, je citais tout de suite le cas de l'huile de coupe. Eh bien, effectivement, l'huile de coupe, on peut détecter qu'elle commence à être usée par les odeurs qu'elle dégage, mais on a aussi ce qu'on appelle des langues électroniques qui sont directement mises dans les cuves d'huile de coupe et qui, elles aussi, vont pouvoir détecter des prémices de l'usure de l'huile de coupe et qui vont pouvoir du coup prédire à quel moment va être l'huile de coupe va vraiment être arrivée à un niveau qui ne va plus permettre d'assurer des conditions de coupe suffisantes et du coup de garantir une qualité des produits finis. Donc sur l'huile de coupe, ça s'applique également. Ça va s'appliquer aussi dans toutes les industries qui font du traitement. Par exemple, on a des bains on a différents bains pour faire les différentes phases d'un traitement. Et ces différents bains, voilà, il y a encore quelques années, on était avec des personnes qui passaient les différentes grilles sur lesquelles sont accrochées les pièces de bain en bain. Donc, ils avaient justement cette capacité, cette habitude de ressentir certaines choses qui faisait qu'ils pouvaient détecter en avance certaines usures prématurées ou certaines dégradations prématurées de certains produits. Et là, donc, avec ces langues électroniques, justement, on va pouvoir détecter bien avant que l'homme ne le ressente. Alors là, le ressente en l'occurrence, l'homme ne goûtait pas les différents produits, mais c'était plus par l'odorat. Mais là, justement, on va pouvoir aller plus loin en étant encore en avance de phase, avant que l'homme ne le ressente par l'odorat, directement en étant immergé dans les cuves par les langues électroniques. On va pouvoir déjà détecter certaines anomalies, certaines usures, et du coup anticiper le remplacement des produits pour éviter les non-qualités. Donc voilà, donc là on a fait un petit peu le tour de l'ensemble des technologies. Donc comme vous l'avez vu, il y a la captation des informations, le traitement de ces informations-là, et puis la prédiction qui vont faire en fait l'ensemble du scope des assistances cognitives. Je continue sur quelques exemples. Donc je vais vous en citer deux. C'est pas exhaustif, c'est pas pour faire une pub ou quoi que ce soit pour ces marques-là, c'est que je trouve que les exemples de ces deux offres de solutions sont plutôt bien imagés. Donc je vais vous montrer ces deux exemples. Donc voilà, donc le premier exemple, c'est sur une assistance cognitive où là on va apporter de manière visuelle de l'assistance à l'opérateur. Donc là vous voyez, on est sur un poste de travail, on est sur un poste d'assemblage et on va demander à l'opérateur, on va l'assister dans sa procédure de montage. Donc là, on l'a vu, on a une première phase où on demande à l'opérateur, alors attendez, excusez-moi. Hop, voilà, c'est celle-ci, c'est la même, mais elle est un peu moins longue, où on va demander justement donc à l'opérateur d'aller mettre
des boulons à certains endroits. Et enfin voilà, il y a toute une procédure de montage. Il a des équipements, enfin voilà, des autocollants, des étiquettes à aller mettre. On le voit, il a des barrettes à aller mettre à un endroit. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là, en fait, le boîtier dans lequel a été pioché l'opérateur, on lui a indiqué, on lui a mis en surveillance. Vous voyez, il est éclairé par rapport aux autres. Donc, dans la phase où il doit mettre, donc on lui dit quel élément il doit mettre et on lui dit dans quel bac c'est. Hein. Donc là, en termes de voilà, on assiste vraiment l'opérateur dans ces phases où seulement il avait avant un carnet en général, hein, c'était du papier, une procédure papier. On lui montrait l'objet et fallait qu'il aille un petit peu chercher par lui-même dans l'objet, reconnaître l'objet. Donc là, on est bien sur l'augmentation des capacités de réflexion. Et l'opérateur, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une petite lumière qui s'affichait en vert qui dit qu'effectivement, le système, au-delà de lui indiquer, le système a été contrôlé et a reconnu que l'opérateur a pris dans le bon bac. Donc, on lui indique après les endroits où, donc là, on le voit directement sur les batteries, on lui indique les endroits où il doit mettre ces fameuses barrettes. Donc, hop, donc voilà, donc il en a mis une. Donc là, de la même manière, on a contrôlé, on lui a indiqué pardon, où devait être la barrette, et une fois qu'elle a été mise, le système a reconnu la barrette et a été dire OK, je le passe en vert parce qu'effectivement, l'opérateur a bien mis la barrette. On va faire ça pour les trois. Là, le système donc, va avoir mis les trois. Et regardez bien ce qui se passe au niveau des bacs. On va lui dire d'après d'aller visser des écrous et d'aller donc chercher les écrous dans un bac en particulier. Et vous allez voir, volontairement, l'opérateur va faire exprès de se tromper et vous allez voir donc, comment le système va réagir. Donc là, on lui indique en surbrillance quel est le bac dans lequel l'opérateur doit aller chercher les écrous. Et l'opérateur donc va se tromper. Vous voyez, il fait exprès d'aller mettre la main ailleurs et tout de suite, paf, le système émet une alerte et dit hop, là, attention, là, c'est pas le bon bac. Et donc, il va lui réindiquer derrière le bon bac. Alors là, vous allez me dire, bon, c'est un peu idiot, on voit bien, c'est pas des écrous et ainsi de suite. Mais des fois, voilà, on a des racks comme ça, les opérateurs ont une trentaine ou cinquantaine de bacs devant eux avec du M10, du M8, du M12, enfin voilà, des références relativement proches. Puis des fois, il y a les mêmes tailles d'écrous, mais il va y avoir une version en acier, une version en inox, une version traitée, une version 8.8 et puis une version 16.8 de résistance des anneaux. Donc, on peut avoir vraiment des fois des références qui sont relativement proches d'un point de vue visuel. Donc, on va vraiment aller indiquer à l'opérateur. Donc, voilà, donc là, c'est pour la démo. Hein. On voit bien que ce n'est pas du tout un écrou, mais imaginez ça. Enfin, voilà, faites le parallèle avec vos différentes entreprises. On est vraiment dans quelque chose où on va aller aider l'opérateur à distinguer deux références qui peuvent être proches. Donc là, il se trompe. Hein, vous voyez, il se trompe encore. Non, c'est toujours pas là. Hop, OK, c'est passé en vert. Et on va lui indiquer à quel endroit il doit mettre les écrous. Et vous voyez, non seulement on lui indique, et là encore une fois, on vient dire effectivement, le système a reconnu qu'il y avait un écrou et le bon écrou qui avait été mis à la place, donc il va passer l'élément en vert. Il va mettre l'ensemble. Donc, on n'est même pas obligé de respecter un ordre. Hein. Là, le système, il détecte vraiment, même si on n'est pas dans l'ordre, il va détecter que l'on a mis en place les différents écrous et il va tous les passer en vert. Là, comme il aura détecté qu'il les aura tous passés en vert, il va directement valider l'étape d'après. Après, il y a des étapes où l'opérateur peut valider en disant j'ai fait. Là, ça valide directement puisque effectivement le système a détecté que les 6 écrous étaient là. Maintenant, il va devoir serrer. Donc, on lui demande de prendre l'outil de serrage au couple et on va lui indiquer le bon outil. Si des fois, il y a plusieurs outils avec plusieurs gammes, je sais pas moi, 5 Nm à 10 Nm et puis une autre clé qui fait de 12 à 20 Nm, on va lui indiquer la bonne clé. Et là où le système est intelligent, c'est en plus, la clé est connectée. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller écrou par écrou et même si on ne va pas dans l'ordre, on va pouvoir aller détecter le couple de serrage et directement indiquer les valeurs. Vous allez voir dans la suite de la vidéo. Donc là, on lui indique quel écrou serrer en premier. Donc, il y avait un couple à 2 Nm à réaliser. Donc là, en fait, la clé est montée toute seule et s'est arrêtée toute seule. Donc là aussi, on est bien dans l'augmentation des capacités et du ressenti de l'homme à lire et à ressentir le serrage. C'est que le système va s'arrêter de lui-même à 2 Nm. Et puis, alors, dans l'application là de batterie, je ne pense pas que le chemin de serrage ait de l'importance, mais si c'est un élément mécanique type une culasse, par exemple, le chemin de serrage, l'ordre dans lequel on vient serrer les boulons a une importance. Donc là, on simule ça
et on vient dire à l'opérateur, effectivement, le sens de serrage a une importance. Et là, l'opérateur va être fait. Donc, on a commencé par la première. Le système indique le deuxième écrou à serrer. Et vous allez voir, l'opérateur se trompe volontairement. Et vous allez voir que le système, hop, là, c'est pareil. Il lui indique non, non, c'est pas le bon écrou que tu dois les serrer. Et donc, la clé de serrage ne démarre même pas. C'est-à-dire qu'il a beau appuyer sur la gâchette, elle ne va pas se mettre en route, elle ne va pas venir serrer l'écrou. Donc là, c'est pareil. On est vraiment, si jamais l'opérateur, il avait mal lu la notice, qui s'était trompé dans le chemin de serrage de la culasse, et bien là, on va vraiment lui apporter une assistance et une augmentation de ses capacités intellectuelles en venant dire, bah non, non, là, c'est pas le bon, c'est celui-là auquel tu dois retourner, et donc je ne démarre pas la clé. Hein, donc, vous voyez, il va revenir dessus, hop, et là, le serrage va redémarrer et la clé va redémarrer son relevé du serrage. Au-delà de venir relever, de contrôler que le serrage il est bon, on peut aussi regarder et imaginer derrière tout ce qui est assistance à l'opérateur dans les tâches répétitives. Et on pense notamment au remplissage des bons de contrôle ou des contrôles qualité de l'opérateur. Au cours d'un montage type celui qui est représenté ici, l'opérateur il a un certain nombre de points à relever, de valeurs à relever. Là, on les voit, c'est des valeurs de serrage au couple. Et c'est vrai que l'opérateur, il est parfois dans un environnement bruyant, parfois dans un environnement avec type atelier d'usinage, donc où on a une atmosphère un peu avec du gras. Parfois, on a des gants, on a de la poussière, et venir remplir dans le milieu d'un atelier une feuille papier en relevant des valeurs et ainsi de suite, c'est pas toujours évident. Donc là, pareil, on va l'assister dans cette tâche en venant remplir en automatique le fait qu'il y ait bien la présence de toutes les barrettes, le fait que tous les écrous aient été serrés au bon couple, et le rapport de contrôle sera rempli en automatique à l'opérateur. Donc là, encore une fois, on est bien dans une assistance à l'opérateur. Voilà, le système a dit que la clé était manquante, donc il demande bien à l'opérateur de reconnecter, de redéposer la clé et détecte que la clé est posée. Je vais faire un dernier point sur cet exemple-là. Vous voyez, là, on a des connecteurs à venir mettre. Donc, on lui indique où sont les connecteurs à positionner. Donc, tout à l'heure, dans l'exemple, on se référait au bruit parce qu'on ne voyait pas le connecteur. Là, on voit le connecteur. Donc, le système est capable de faire la différence entre le connecteur qui est ouvert, là, comme on le voit à l'endroit où il est en train de le serrer ou celui juste après, et celui juste avant. Il est capable de faire la différence entre le connecteur qui était ouvert avant et le connecteur qu'il a bien fermé. Donc, vous voyez, là, le connecteur qu'il a bien fermé. Donc, on a un traitement de l'image là pour venir voir si les deux parties sont bien enfichées l'une dans l'autre. Et on va y avoir une capacité d'analyse du système à dire, effectivement, avec l'information que j'ai reçue de la caméra, eh bien, j'en déduis que le connecteur est bien enfoncé à fond et donc on le passe en vert. Et là, pareil, la checklist de dire où on demandait à l'opérateur de contrôler que tous les connecteurs étaient bien mis, ben là, c'est le système directement qui va le faire et qui va remplir le bon de contrôle. Voilà, donc pour un exemple d'assistance cognitive à l'opérateur, j'arrête sur cet exemple. Je vais vous en montrer un dernier donc, qui va clôturer ma présentation sur les assistances cognitives. J'espère que vous voyez toujours bien mon écran. Donc le dernier, c'est un système qui est mis sur les engins de manutention et qui va pouvoir justement augmenter les capacités visuelles de l'homme et sa capacité à détecter qu'il y a des humains ou un danger dans le champ de vision. Donc là, derrière, est positionné sur l'engin de manutention des systèmes de reconnaissance, des systèmes de vision, et puis à l'intérieur de la cabine, on va lui positionner un écran. Et au-delà de simplement visualiser qu'il y a un élément derrière, on va avoir un traitement de l'image avec de l'analyse par IA, et le système va savoir dire si c'est juste une caisse dedans, et donc on va laisser le chariot reculer, et là on va juste avoir le bip qui va dire voilà, on arrive proche pour éviter la collision. Mais si on détecte qu'il y a un humain dans le champ visuel, là on va avertir directement l'opérateur beaucoup plus rapidement que si c'était un simple obstacle. Et on va le prévenir donc avec une alarme en disant attention, il y a des personnes qui évoluent dans le champ d'évolution
de l'engin. Et donc, voilà, donc on est vraiment sur l'augmentation de la capacité de l'homme à voir dans son dos. Et donc, on est sur l'augmentation du champ de vision et sur le traitement et sur sa capacité à distinguer un homme d'une palette ou d'un obstacle. Là, vous voyez, par exemple, le chariot a reculé et derrière, le système n'a pas détecté de piéton, donc il n'a pas averti l'opérateur. Tandis que si jamais, à la même endroit que les palettes, il y avait eu, vous voyez, là c'est le cas là, si l'engin s'approche, et donc là, on a une détection qu'il y a un homme dans le sens de la marche du chariot, et tout de suite, on va aller prévenir l'opérateur, alors que sur le cas d'avant, on était pourtant beaucoup plus proche. Voilà, on était pourtant beaucoup plus proche de l'obstacle, mais on n'avait pas de détection parce que justement l'IA a détecté que c'était un obstacle, mais qu'il n'y avait pas de danger en soi pour les hommes. Donc là, on a vraiment une augmentation de la capacité de l'humain à visualiser et à traiter l'information et sa capacité à reconnaître et à distinguer un humain d'un objet. Voilà, donc on détermine différentes zones en fonction de justement si c'est un humain ou si c'est un obstacle, on n'aura pas le même type d'alerte à l'opérateur. Donc voilà, je vais en terminer là pour ma présentation. Voilà, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible sur l'ensemble des technologies, puis vous montrer deux applications distinctes, mais qui couvrent bien l'ensemble d'un côté de la captation de l'information et derrière du traitement de l'information et donc de l'action qui en découle par cette capacité de réflexion des systèmes modernes aujourd'hui qui intègrent de l'assistance cognitive. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention. Merci Nicolas. Voilà, tu as bien mis en lumière en tout cas les avantages et les possibilités qui sont offertes par ces assistances cognitives et que voilà, l'importance, j'ai envie de dire, croissante de cette intégration dans les industries sur différentes applications. Voilà, à la fois pour améliorer l'efficacité, la qualité, la sécurité des personnes. Voilà, on vous encourage à explorer toutes ces solutions innovantes pour améliorer votre performance en industrie. N'hésitez pas à nous contacter dans le cadre de ce projet d'Educatit si vous avez un besoin en digitalisation, voilà, en assistante cognitive, etc. Ce webinaire il sera accessible en rediffusion. Merci à tous pour votre participation et puis votre intérêt pour ce sujet passionnant. Merci Nicolas. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.